Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, mon avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on repart combien d'années en arrière? On va pas très loin en arrière. On va 55 années en arrière, précisément le 16 mars 1968, pour parler d'un événement évidemment qui avait choqué le monde entier et surtout l'opinion publique américaine. Il s'agit du massacre de My Lai. Alors, c'est durant la guerre du Vietnam. Il faut savoir que My Lai, c'est un hameau de village qui est situé dans une zone de rizière au nord-est du sud du Vietnam. Et donc, depuis 1967, la guerre a déclenché au Vietnam. Et puis, il faut savoir que durant cette guerre du Vietnam, donc, là, en fait, les Américains ont commencé à intervenir véritablement à partir de cette année-là. Et lorsqu'ils interviennent, ils viennent massivement. D'abord, ils amènent du matériel et ils ont une pratique qui est simple, qui consiste d'abord à faire jouer l'aviation. L'aviation bombarde de manière intensive les zones où se trouvent les Viet Cong, c'est-à-dire les rebelles sud-vietnamiens. Et ensuite, on fait jouer l'artillerie. Et après que l'artillerie ait pilonné ces zones-là, on fait ensuite intervenir, si tu veux, l'infanterie, donc les soldats au sol, qui vont partie par partie, mètre carré par mètre carré, village après village, essayer de traquer ces Vietnamiens-là, enfin c'est les Viet Cong. Et malheureusement pour eux, c'est une technique qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que déjà, ils font face à une résistance acharnée de la part des Vietnamiens et des Sud-Vietnamiens, et que ceux-ci sont particulièrement aguerris en combat dans la forêt. Et donc, ils vont régulièrement, ils vont de manière intensive placer énormément de mines antipersonnelles et de pièges, et ces mines antipersonnelles-là et les pièges qu'ils installent dans les forêts vont causer énormément de pertes aux États-Unis, aux soldats américains. Et l'exemple même, c'est justement la compagnie Charlie. Il faut savoir que la compagnie Charlie faisait partie du premier bataillon du 20e d'infanterie, qui était placé sous les ordres d'un capitaine qui s'appelait Ernest Medina. C'est une compagnie qui est constituée de 120 hommes. Et lorsqu'ils arrivent au Sud-Vietnam en décembre 1967, entre décembre 1967 et le mois de juillet 1968, la moitié des hommes de cette compagnie-là sont tués. Rien que le mois de février 1968, c'est une vingtaine d'hommes qui sont tués, une partie par des mines antipersonnelles et une autre partie par les nombreux pièges que les Sud-Vietnamiens ont installés dans les forêts. Et donc, les soldats américains entrent dans une espèce de colère noire parce qu'ils en veulent aussi aux civils sud-vietnamiens qu'ils estiment être les complices, peut-être même les complices passifs des actions menées par les Viet Cong, et ces actions-là, évidemment, qui portent énormément, qui sont à l'origine de la mort de beaucoup de soldats américains. Il faut savoir que durant l'année 1968, il y a en moyenne 1500 soldats américains qui sont tués chaque mois au Vietnam. Et donc, les Américains sont dans une colère noire et il y a une espèce de violence gratuite qui s'installe au cœur des hommes. Et c'est dans cet état d'esprit vraiment revanchard où les soldats veulent absolument débusquer les Viet Cong, et ils en veulent aussi aux populations civiles qui sont, et pourtant innocentes, qui pour beaucoup sont constituées par des femmes et des enfants et les vieillards, les hommes ayant été parfois réquisitionnés de force par les soldats, les troupes vietnamiennes. Et donc, tout ça fait que, évidemment, on est dans une espèce de violence, parfois une violence gratuite des soldats américains. Et le pire, c'est que l'état-major américain est bien au courant des exactions commises par les soldats américains sur le terrain, mais cet état-major-là laisse faire pour permettre justement aux soldats de venger la mort de leurs camarades. Et c'est ainsi que ce jour-là, le 16 mars 1968, une trentaine de soldats de la compagnie Charlie arrivent dans la zone de My Lai, c'est à côté d'un village qui s'appelle Song Mi. Et donc, lorsqu'ils arrivent dans ce village, ils arrivent dans cette zone-là. Les habitants de Song Mi sont au nombre à peu près de 700, mais ils sont constitués essentiellement de vieillards, de femmes et d'enfants. Et ils vont arriver dans ce village qui est en fait un village
constitué vraiment tout ce qu'il y a de plus rustique. Hein. Les maisons sont en paille et donc c'est des gens qui sont pauvres et qui ne vivent que de l'agriculture et particulièrement de la culture du riz. Et donc les soldats arrivent dans ce village, ils estiment qu'ils sont en colère, bien entendu, parce qu'ils ont énormément perdu de leurs camarades depuis leur arrivée au sud du Vietnam. Et donc, sans aucune raison valable, ils commencent à s'attaquer, à s'en prendre aux habitants de cette zone-là, qui est de My Lai. Et donc, en s'y attaquant, les premières tueries vont commencer avec d'abord des tirs avec des baïonnettes et des couteaux. Ils n'hésitent pas à s'en prendre aux femmes et aux enfants et aux vieillards, au point même que pour arrêter le massacre, il va falloir que un soldat, enfin un pilote d'hélicoptère, lui va refuser carrément c'était le lieutenant notamment William Calais, qui était pilote d'hélicoptère, qui va même tirer sur ses propres camarades, donc les soldats de la compagnie Charlie qui étaient au sol et qui massacraient les populations civiles pour mettre fin au carnage. Il va même parvenir à s'opposer et à sauver quelques femmes et enfants de la folie meurtrière de ses camarades. Et puis, bien entendu, cette affaire va passer sous silence, malgré évidemment le fait que le lieutenant William Calais ait saisi les autorités supérieures de l'armée américaine pour leur expliquer ce qui s'était passé, parce que selon les chiffres qu'ils parviendront par la suite, près de 104 civils, femmes, enfants et vieillards vont être massacrés par les soldats de la compagnie Charlie. Et donc, cette affaire que l'on croyait ne jamais ressortir, ressurgira notamment en novembre 1969, lorsque lorsqu'un soldat de la compagnie Charlie va informer, pas un ancien soldat de la compagnie Charlie, pardon, un ancien GI, notamment Ronald Rinderhout, lui va saisir justement le Congrès, les membres du Congrès. Pourquoi? Parce que Ronald Rinderhout, lui, va arriver sur les lieux à peine quelques heures après le passage des soldats de la compagnie Charlie. Et là, il va voir évidemment le massacre et il va recueillir le témoignage de quelques témoins qui avaient pu survivre, qui avaient survécu à ce massacre-là. Et donc, voyant, si tu veux, l'inaction en fait de l'état-major américain, il va donc en novembre 69 saisir les membres du Congrès. Et donc, c'est aussi dans cette période-là qu'il va également se rapprocher d'un journaliste qui s'appelait Seymour Hersh. Et ce journaliste-là va faire paraître le 12 novembre 1969 un article dans le New York Times qui révèle justement l'ampleur de ce massacre-là. Et ce n'est qu'à la suite du tollé suscité par la révélation de ce massacre-là que, évidemment, les autorités, l'état-major américain va donc décider de prendre les choses en main et donc d'arrêter la plupart des membres qui étaient soupçonnés d'avoir participé, les soldats de la compagnie Charlie qui avaient participé à ce massacre-là. Et donc 25 personnes seront inculpées, dont le second lieutenant William Calais et le capitaine Ernest Medina, parce que le capitaine Ernest Medina, comme je l'ai dit, c'était le commandant de la compagnie Charlie, et le lieutenant William Calais, c'était le chef de la section qui avait de cette trentaine d'hommes-là qui avaient qui avaient tué ces civils-là à My Lai. Et donc, ils vont tous les deux passer devant la cour martiale, mais il va y avoir deux versions. La version de William Calais qui disait que lui, il n'était pas responsable, ce n'était pas lui qui avait donné l'ordre, il était certes celui qui avait exécuté, mais il avait tué ces civils-là sur les ordres de Ernest Medina. Ce que Ernest Medina, lui, va évidemment nier en bloc. Et donc, l'état-major, ne voulant pas que, évidemment, des officiers soient inculpés dans cette affaire, eh ben, l'état-major va donc juger que c'était William Calais seul, le sous-lieutenant, qui avait pris l'initiative de massacrer ces civils-là. Et donc, il sera condamné à une peine de prison à perpétuité, ce qui va évidemment susciter la colère de l'opinion publique américaine. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne comprennent pas que ce
soit uniquement William Calais qui soit porté responsable de ce massacre-là, ni les hommes de la compagnie Charlie, les hommes qui avaient tiré, les hommes de lieutenant Calais, du sous-lieutenant Calais qui avaient tiré sur les civils. Aucun de ces soldats n'avait été arrêté, et encore moins aucun des officiers, donc en l'occurrence le supérieur direct de Calais qui est Ernest Medina, ne sera lui inquiété par l'armée. Pire encore, lorsqu'il est parce qu'il faut savoir que le procès va se tenir 2 ans plus tard, donc en 1971, et lorsque en 1971 donc le sous-lieutenant Calais est condamné à la prison à peine à perpétuité, Richard Nixon est absolument contre cette condamnation, et donc lui il va faire jouer ses prérogatives de président des États-Unis, et il va gracier William Calais, et il sortira de prison à peine 3 ans plus tard. Et donc, évidemment, une fois qu'il aura été gracié, il n'y aura plus de possibilité pour la justice de s'en prendre à lui, et l'affaire aura été classée ainsi sans suite. Il faut savoir que cette affaire, ce massacre de Meiling va être celui qui va être le déclencheur au niveau intérieur des États-Unis, qui va être le déclencheur de la prise de conscience en réalité de l'opinion publique américaine, et qui va justement pousser les Américains à savoir un peu plus à savoir un peu plus sur le déroulement des opérations au Vietnam, surtout le fait qu'on va découvrir par la suite de manière ahurissante que l'armée américaine déposait régulièrement un véritable déluge de bombes sur les zones du Sud-Vietnam. On utilisait même des armes qui seront interdites par la suite, comme le napalm, et évidemment, malgré l'utilisation de toutes ces armes-là, il y aura énormément de pertes en vie humaine au Vietnam. Il faut savoir que la guerre du Vietnam, selon les chiffres officiels, il y a environ 67 000 soldats ont été tués au cours de cette opération-là. Après la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam a été le théâtre d'opération où il y a le plus grand nombre de morts de soldats américains. Et à la suite de cela, il va aussi avoir déjà pour Seymour Hersh, le premier journaliste qui va véritablement porter cette affaire-là de manière publique, il va faire face, avec beaucoup d'autres par la suite, à une espèce d'acharnement de la part du gouvernement de l'administration de Richard Nixon. Ouais, c'est dans Pentagon Papers. Exactement, à vouloir dénigrer, à vouloir faire la démonstration que ces journalistes-là, en fait, balançaient ce que l'on dirait aujourd'hui des fake news, et qu'ils n'avaient que pour seul objectif d'être contre la guerre du Vietnam, et donc de soutenir l'ennemi communiste, à savoir les Sud-Vietnamiens. Et donc, malgré toutes ces intimidations, malgré ces campagnes de dénigrement, les multiples articles qui vont être sortis par la suite par les journalistes, et surtout le prix Pulitzer que Seymour Hersh va remporter en 1969 à la suite de la publication de cet article relatif au massacre de Meiling, va véritablement porter l'affaire, et à partir de 1970-1971, il va y avoir une véritable volonté de la part de l'opinion publique américaine de vouloir sortir de ce conflit, de mettre un terme à cette guerre qui véritablement non seulement coûtait la vie à énormément d'Américains, mais de plus en plus d'Américains vont se poser la question de la nécessité d'aller se battre, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Et mieux encore, il y a une petite parenthèse, Mohamed Ali aussi, de manière totalement involontaire, va aussi être celui qui va être l'un des catalyseurs de cette opinion-là qui va s'opposer à la guerre du Vietnam, parce que Mohamed Ali, lorsqu'il va perdre sa ceinture mondiale en 1968, parce qu'il avait refusé d'être conscrit pour aller se battre au Vietnam, tout ça aussi va jouer en sa faveur et faire que, évidemment, tout ça aussi va jouer dans le sens où beaucoup de gens vont s'opposer à cette guerre du Vietnam, parce que dans le même temps, on est aussi en pleine lutte pour les droits civiques aux États-Unis. On a encore les lois ségrégationnistes qui sont en vigueur dans beaucoup d'États, notamment les anciens États esclavagistes du sud des États-Unis. Donc, tous ces événements-là vont concourir à justement cristalliser à la suite du massacre de Meiling, l'opposition de l'opinion publique américaine, l'opposition des citoyens américains contre cette guerre du Vietnam qui était à leurs yeux totalement inique, inutile, et surtout qui causait beaucoup de pertes en vies humaines du côté des Américains. Merci Jean-Paul qui revenait pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés.
Le Def Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.